enregistrer et c'est parti. Alors, juste pour le résumé donc, de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc là, j'ai regroupé. Alors normalement, vous avez tout sur GitHub. J'avais donné le lien sur Twitter, mais je le referai circuler par la suite. Et la première session, vous la trouvez sur YouTube si vous voulez voir ce qui s'était passé. Donc dans cette première session, on avait juste en fait fait un petit programme. Donc c'était juste un seul fichier, main.cpp, C++, qui fait de la simulation à deux corps. On simulait le système Terre-Soleil. Et on a vu, donc on a parlé un petit peu d'intégrateur, on a parlé un petit peu de méthode de résolution, on a parlé de normalisation des quantités, donc normalisation des longueurs, des masses, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire deux choses. On va déjà réorganiser le code un peu, et puis on va faire cette histoire de galaxie en collision. Alors, je vais refaire juste un petit tour du code avec vous, histoire que ce soit clair. Donc, ma session 1, elle est là. Et donc là, j'ai un main. Et donc, dedans, alors qu'est-ce qu'on avait ? On avait donc au début déclaration de constante. Donc, G, la constante gravitationnelle, qui était déclarée en unité astronomique au cube, divisée par des masses solaires, divisées par des années au carré. La masse du Soleil qui vaut une masse solaire, la masse de la Terre qui vaut 3 10-6 masses solaires, une unité astronomique qui vaut une unité astronomique, et notre pas de temps c'était un jour en année. Voilà, donc 1 divisé par 365.25. Et puis on avait deux systèmes, donc la Terre et le Soleil, qui sont en fait représentés par donc trois doubles, qui sont donc des nombres à virgule flottante à double précision, donc 64 bits, un pour chaque coordonnée cartésienne, donc x, y, z, 3 doubles pour la vitesse et 3 doubles pour l'accélération. Et la même chose pour le Soleil. Et alors après, comment ça se passait ? Dans notre main, on avait une première phase d'initialisation du système, où on met le Soleil au centre de la simulation, et au centre du domaine, et on décide de ne pas le faire bouger, donc il a une vitesse initiale qui est nulle. Alors cette vitesse, elle change un petit peu au fil de la simulation, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui l'impact de la Terre est tellement faible que c'est pas très important. Et la Terre, on la place à une unité astronomique sur l'axe des x, 0 et 0 sur l'axe y et z, et la vitesse, donc perpendiculaire à l'axe des x, on fait évoluer la Terre sur le plan xy. Et donc on avait vu que la vitesse d'une orbite circulaire autour d'une masse ponctuelle, donc c'est ce qu'on est en train de faire là, nos masses de notre simulation, elles sont représentées que par des points, elles n'ont pas de taille en fait. On ne prend pas en compte le diamètre du Soleil, on ne prend pas en compte le diamètre de la Terre, parce qu'à ces échelles-là de distance, en fait, ça n'a absolument aucun intérêt. Et donc la formule qui nous donne la vitesse d'une orbite circulaire autour d'une masse ponctuelle, c'est racine de Gm sur r, sur la distance. Donc là, c'est la masse centrale, ms, divisée par xe, qui est en fait la position de la Terre. Voilà. Ensuite, on initialise un t, donc notre temps initial c'est 0. On dit qu'on veut évoluer sur 10. Alors là, j'ai mis un commentaire 1 an, mais c'est pas du tout un an en fait. C'était 10 fois le dt. Le dt étant. C'était 10 ans, pardon. Parce que une unité temporelle c'est une année, donc on voulait avancer sur 10 ans. Et donc là, on a une boucle temporelle. Donc ça, c'est très classique des simulations où on fait évoluer. Donc ce qu'on appelle un problème de Cauchy, c'est-à-dire qu'on a une condition initiale et puis on a une équation ou un ensemble d'équations qui nous font évoluer dans le temps cette condition initiale. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on évolue notre situation jusqu'à Tmax. Et donc à chaque fois, on calcule nos accélérations. Donc là, on calcule la distance entre le Soleil et la Terre. On calcule la gravitation newtonienne, donc qui est la formule que j'avais montrée la semaine dernière, il y a 3 semaines maintenant, G m1 m2 sur r au carré. Donc ça nous donne l'intensité de la force. Et cette intensité de la force, on utilise le principe fondamental de la dynamique, donc la deuxième loi de Newton, pour dire que, donc on le connaît souvent sous F égale ma, donc la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et en fait, donc là, on va calculer l'accélération de la Terre, l'accélération du Soleil, et puis après, on met à jour les vélocités, on met à jour les positions. Alors ça, on avait vu que c'était un trick de le faire dans cet ordre-là, parce que
on met d'abord à jour les vélocités, puis les positions. Et donc ces positions-là, cette mise à jour des positions va utiliser en fait la nouvelle valeur des vélocités, et ça on a vu que c'est ce qu'on appelle le schéma leapfrog. Alors en théorie, on devrait faire un demi-pas de temps avant, mais on s'en fout un peu, c'est pas très très grave, pour les besoins de l'exemple. Hein. Donc là, d'ailleurs voilà, ça c'est plus ELR, c'est un leapfrog. ELR c'est dans l'autre sens, donc c'est quand on met à jour d'abord les vélocités, d'abord les positions, puis les vélocités. Et là, en fait, on avait vu que c'était pas conservatif, donc l'énergie, en fait, elle est un petit peu perdue. Et en fait, on perd ou on gagne de l'énergie dépendant de comment on initialise notre système et de comment on le fait évoluer. Alors que le leapfrog, en fait, il conserve l'énergie. Donc c'est une propriété qui est très très importante pour ce genre de simulation, c'est qu'on aime bien avoir quelque chose qui garde l'énergie totale du système et qui ne fait pas perdre de l'énergie au système. Voilà, et donc après, on affiche le temps, la position, et puis sur le plan XY, et puis voilà, puis on s'arrête. Alors, les différentes choses qu'on va faire aujourd'hui, donc déjà on va réorganiser, parce que vous voyez que c'est qu'un seul fichier, c'est un peu moche, et vu qu'on veut rajouter d'autres particules dans notre système, on veut se débarrasser de ce problème à 2 corps pour le généraliser à un problème à 8 corps, ça veut dire qu'il va falloir qu'on réorganise un petit peu, qu'on fasse quelque chose qui nous permette de charger et de sauvegarder des fichiers. Si possible, charger des fichiers. Alors, je vais vous montrer que j'ai préparé des petites conditions initiales pour qu'on puisse jouer un peu. Et puis, sauvegarder des fichiers sous un format qui soit lisible dans un vrai logiciel de visualisation. La raison pour ça, c'est que en fait, jusqu'à présent, on avait juste 2 objets, dont un qui est au centre du domaine et qui ne bouge pas trop. Donc, on pouvait afficher X et Y. C'était cool, on sauvegardait tout ça dans un fichier, on le plotait en Python et ça nous donnait une trajectoire. Le problème, c'est que si on se retrouve avec un système qui a 2000 particules, vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir faire ça en Python parce que d'une part, ça va être très très long à charger, d'autre part, l'animation va être catastrophique et très lente, et puis troisièmement, c'est vraiment pas pratique comme format de fichier. Donc on va utiliser des formats de fichiers. Alors aujourd'hui, on va pas trop se casser la tête, on va prendre un format de fichier qui est très 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 simpliste. Pour les sorties et pour les entrées, ça va juste être un format. Donc c'est 2 formats en ASCII, c'est que du texte. On n'a pas de trucs un peu funky avec des librairies ou des trucs comme ça à utiliser, mais voilà. Ok. Donc là j'ai créé mon dossier session 2. Et puis on va commencer par là. Donc on va juste pour l'instant copier-coller le main. Et puis on va s'arranger pour que ça compile en fait. Donc pour ça, alors là il va être un petit peu chiant. Peut-être pas. Non, c'est bon, ok. Donc, j'ai copié mon makefile, donc mon CMake. Alors, ça s'appelle session 2. Et puis, j'ai un main ici. Alors, la première chose qu'il faut se dire, c'est que là, on avait pris une normalisation qui dépendait en fait du système qu'on voulait modéliser. Donc, du système qu'on voulait simuler. Donc là, vous voyez que notre G, il est adapté pour avoir une simulation où les longueurs caractéristiques, c'est des unités astronomiques, les masses caractéristiques, c'est des masses solaires, et la caractéristique temporelle, c'est des années. Ça, c'est cool, mais en vrai, c'est pas très flexible, parce que si on veut simuler un système solaire, les unités vont pas être tout à fait les mêmes que si on veut simuler 2 galaxies qui se rentrent dedans, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on puisse abstraire ça. Alors il se trouve qu'en fait on n'a pas besoin de trop s'embêter, pas trop besoin de se casser la tête. Tout ce qu'on a à faire, c'est fixer la masse dans notre tête, en fait, la masse, l'unité de masse, l'unité de longueur et l'unité temporelle dans notre tête. Et après ça nous donne un G. Et ce G, tout ce qu'on a à faire, c'est en fait, on n'a qu'à décider de le lire en entrée de notre fichier de simulation. Et comme ça, on peut s'abstraire de tout ça. Et en fait, on aura juste une simulation qui est dans des unités qu'on a fixées dans notre fichier d'input. Et puis que nous, après, on peut renormaliser en sortie ou qu'on peut réinterpréter à notre sauce en sortie. C'est ce qui se fait généralement. C'est-à-dire que les simulations s'arrangent pour que en fait, les données que vous leur filez soient des données qui soient dans un certain set d'unités. Et après, alors, soit la simulation va refaire sa propre normalisation, puis ressortir dans les unités que vous souhaitez ou dans un set d'unités physiques qui est bien fixé, soit juste prend des choses en entrée, simule avec ça,
ressort des trucs, et puis c'est à vous de vous démerder de manière à ce que vos unités soient à peu près cohérentes ou fonctionnent avec le système physique que vous voulez modéliser. Ok, donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que on veut généraliser tout ça à des systèmes de particules. Donc ces systèmes de particules, on veut du coup que vous voyez, ce bloc-là et puis ce bloc-là, en fait, se soient représentés par un seul et même objet. Alors pour ça, on va commencer très simplement. Hein. On va juste faire une structure qu'on va appeler particule. Voilà. Et cette structure, elle a quoi? Elle a X, Y, Z, E. Puis elle a Vx, Vy, Vze. Même chose pour les accélérations. AX, AY, Z, E. Ok. Donc ça, c'est la première étape. On a généralisé ces objets-là de manière à avoir une seule structure. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que notre simulation, ça va être en fait un vecteur de particules. Donc voilà. Là, on a des particules, et puis on peut en avoir un nombre abstrait. On passe, donc on prend un nombre abstrait de particules qu'on peut intégrer dans notre système. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que vu qu'on va les lire dans un fichier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit constructeur. Voilà. Tac. Et ce constructeur, il va prendre une liste d'initialisation avec des doubles, donc des nombres, quoi. Et puis voilà. Et puis on va donc remplir ça. Alors c'est un peu moche comme on va le faire, mais on va le faire comme ça. Auto v init, donc pour chaque valeur dans init. Et puis là on va faire switch i. Alors il y a probablement une meilleure manière de faire ça, mais c'est vrai que j'ai pas trop encore l'habitude de bosser avec les initialiseurs list, donc on va juste faire ça comme ça. C'est un peu sauvage, mais hop. Et puis on donne que 6 valeurs en entrée, hein, on n'a pas besoin des accélérations puisque les accélérations elles sont calculées dans tous les cas. Donc, voilà. Donc là on a une petite boucle qui initialise et puis on va juste rajouter un truc qui met tout à zéro aussi, histoire que ce soit voilà. Donc là on a un constructeur qui prend une liste d'initialisation et puis un constructeur qui prend juste rien et qui met tout à zéro. Ok, je vais juste regarder le chat vite fait. Salut JBM. Allez, on passe tout en mev avec hbar égale c égale 1. Alors ça arrive très très souvent que... Enfin alors pas hbar et c, mais du moins le truc standard quand on fait de la simule Cosmos, c'est g égale 1. G égale 1, après on fixe deux autres unités, donc ça va être généralement la longueur et le temps, ou la longueur et la masse. Et puis du coup, l'unité de temps ou de masse qui n'a pas été déterminée, elle est déterminée par le set d'unité qu'on vient de définir. Mais c'est très très courant qu'on prenne g égale 1, ça simplifie beaucoup de choses. C'est pas ce qu'on va faire là, mais c'est effectivement quelque chose qui est possible. Ok, donc là, en théorie, j'ai du coup un vecteur de particules. On va déjà essayer de compiler ça. Alors, est-ce qu'on s'aimait qu'il est bien? Voilà, il faut que j'ajoute du coup mon nouveau dossier. Donc là j'ai session 2, c'est ça qu'on va faire, et on construit un exécutable qui s'appelle session 2. Donc pour l'instant il charge juste le main, mais on va faire d'autres fichiers après, hein, avec du coup cette histoire de particules. Alors là ça va pas du tout marcher parce que il va falloir que je vais on va dire qu'on va tout commenter ici pour l'instant, et puis on reviendra sur ce qui nous intéresse après. On va déjà voir si le... Alors, c'est bon, tout
compile. Ok, donc là on a une structure de particules et puis on a un ensemble de particules. Alors si vous vous rappelez la dernière session, si vous étiez là ou si vous avez suivi, on avait vu que le problème qu'on a avec les systèmes à n corps comme ça, c'est que si on le fait en sommation directe, c'est-à-dire si on calcule la somme des forces pour chaque particule, c'est-à-dire que pour chaque particule, donc si on a n particules, on a n fois la somme des forces à calculer, et la somme des forces c'est n-1 particules qui influencent une particule en particulier. Donc ça fait du coup n fois n-1, alors c'est ce qu'on appelle un algorithme quadratique, c'est-à-dire que grosso modo le nombre de calculs il évolue comme le carré du nombre de points qu'on a dans notre simulation. Donc vous imaginez bien que comme, voilà, si on a 1000 particules, ça veut dire qu'une mise à jour, un pas de temps, ça va nous coûter 1 million d'opérations, 1 million de calculs. Donc pas 1 million de flops, hein, pas 1 million d'opérations sur l'ordinateur, mais 1 million de calculs à faire sur les forces. Si on a 10 000 particules, on passe à 10 exposant 8. Si on a 1 million, on passe à 10 exposant 12 particules. Une galaxie, c'est 100 milliards. Donc ça fait vraiment beaucoup de particules à simuler en même temps. Et du coup, le quadratique, ça marche pas. Mais là, je vous ai dit, nous, ce qu'on aimerait simuler à la fin de cette session, c'est ça, hein, c'est deux galaxies en interaction, et ben, c'est des galaxies. Donc ça, il y a beaucoup de points. Alors, ce qu'on va faire pour y arriver, en fait, c'est qu'on va utiliser on va tricher, en fait, on va utiliser une astuce, et cette astuce, c'est que on va considérer qu'il y a seulement un tout petit nombre de particules qui ont une masse dans la simulation. Et puis on va utiliser des traceurs. Alors les traceurs, c'est les particules qui n'ont pas de masse. Et l'avantage de ça, c'est que on a toujours n particules à mettre à jour. Par contre, on n'a plus n-1 masse à prendre en compte. Cette fois-ci, on n'a plus que le nombre de particules massives à prendre en compte. Et ce nombre massif de particules massives, en fait, on va s'arranger pour qu'il soit faible. Donc là, en fait, dans notre simulation, si on veut faire une simulation des galaxies des antennes, ce qu'on va faire, on va tricher, on va mettre plein de particules qui n'ont pas de masse, et puis on va mettre deux particules qui ont de la masse, ce qu'on va appeler en fait le centre guide de la première galaxie et le centre guide de la deuxième. Donc une particule qui représente chaque galaxie, en fait la distribution de masse de chaque galaxie, et puis plein de petites particules qui sont en orbite autour. Et en fait, ça va nous permettre de faire une approximation. Alors c'est une approximation qui est un peu dégueulasse, hein, on ne fait pas de la science avec ça, mais ça, c'est pas si mal que ça. Au final, ça donne des résultats qui sont pas trop moches. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Voilà. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que il faut doubler du coup le vecteur. On va avoir un vecteur de particules, on va avoir un vecteur de traceur. Voilà. Donc ça, c'est des particules avec de la masse, et ça, c'est des particules sans masse. Okay. Donc voilà, très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu nettoyer tout ça. Donc on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler particules.h. Alors, et puis on va copier ça dedans. Voilà. Donc là, on a extrait ce qu'il me fallait. Il faut que je fasse mon petit include. Et puis, on va être propre. On va faire un namespace. Un namespace Gravity. Donc, le namespace, c'est pour les gens qui ne sont pas trop familiers du C++, en fait, c'est une manière qu'on a d'encapsuler en fait tout ce qui se passe à l'intérieur de ce bloc-là sous un certain nom, de manière à ce que les noms des objets ou les noms des méthodes ou des fonctions qu'on définit aient pas le même nom qu'un autre truc dans le système qui serait potentiellement écrasé, etc. Un exemple classique en physique, c'est si vous définissez une variable ou une constante qui s'appelle gamma, vous allez avoir des emmerdes parce qu'en fait la librairie standard définit déjà une fonction gamma, et donc si vous faites de la mécanique des fluides et que vous devez définir ce qu'on appelle l'indice adiabatique, vous allez l'appeler gamma parce que c'est comme ça que c'est noté en physique, et en fait ça va rentrer en collision avec un autre nom du système. Donc le mettre dans un namespace, c'est vous assurer que tous les trucs que vous définissez là, ils soient propres à votre application, à votre namespace. Donc là on a Gravity, et puis alors ici on a défini un nouveau fichier, donc on va l'inclure ici, et puis on va faire using namespace Gravity,
Et ça, on le fait uniquement dans le main, de manière à ce que ailleurs, on reste toujours dans le namespace Gravity, et ici, on définit juste qu'on utilise ce namespace là. Voilà. Donc là, on a nos deux vecteurs de particules, et ces particules, c'est ces objets-là. Ok. Très bien. Alors, on peut... Ouais, alors ça c'est bon. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va définir... je vais commenter ça pour l'instant. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire le système Terre-Soleil. Donc, le système Terre-Soleil, on a une particule qui s'appelle la Terre et une particule qui s'appelle le Soleil. Ok. Et puis, alors... je vais les définir donc avec les listes d'initialisation, donc c'est ce qu'on a fait là, hein. On a la liste avec l'initialisation et on attribue les valeurs. Donc là on avait dit la Terre elle est située à 1 sur l'axe des X, 0 sur les deux autres, et puis elle est en vitesse à 0, vitesse orthogonale, donc ça va être racine carrée de G fois la masse du Soleil divisé par AU, AU. 0 sur l'axe des Z. Et puis on va définir une autre particule qui est le Soleil, et le Soleil il est juste à 0 partout en fait. Voilà. Donc là elles sont définies, on a nos deux particules. Très bien. Alors ensuite, hop, je vais décommenter ça, on va essayer de refaire le système Terre-Soleil avec ce système de particules, et puis on va voir ce que ça nous donne. J'avais commenté le T et le T max ils sont dessus, ça c'est bon. Donc là ce qu'on peut faire c'est ouais, on va juste faire qu'est-ce que j'avais fait là, X, mais non mais ça oui, les E là j'en ai plus du tout besoin, donc, je vais les bouger. Voilà, c'est X, Y, Z, VX, VY, VZ, AX, AY, AZ, et effectivement ici aussi on n'a plus besoin. Donc là, je vais avoir earth.x.sun.x. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est que ça ne change pas fondamentalement le code, là, ce que je fais. Hein. C'est exactement le même code que ce qu'on faisait avant, mais on gagne en fait en sémantique. C'est-à-dire que là, le code, il est quand même beaucoup plus clair, parce qu'on dit clairement qu'on a une particule qui s'appelle la Terre et une particule qui s'appelle le Soleil. Voilà, donc là, c'est pareil. Earth.ax, AY, AZ. Tac, on va... ça, et puis on va le coller. Et puis ici. Et puis pareil, alors, le sun ici, 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 ici et là. Voilà. Tac. Voici, je rajoute là. Voilà. Donc là, on a mis notre Soleil, et puis il nous manque la Terre. Alors la Terre, on va la mettre là. Et ici. Ok, donc là, on a reproduit exactement... Enfin, on est en train, parce que j'ai pas encore fini de recopier tout partout. Mais on est en train de reproduire le schéma Leapfrog, donc comme la dernière fois. Un schéma du coup qui met à jour d'abord les vitesses puis les positions, et ce schéma permet, comme je le disais plus tôt, je meuble un peu, elle permet de conserver l'énergie du système. Donc ça c'est une propriété qui est assez importante, enfin conserver dans une certaine limite l'énergie du système. Et c'est un intégrateur, donc c'est un truc qui permet de résoudre des équations qu'on appelle symplectique, parce qu'il a cette propriété là. J'avais pas fait la démonstration de comment ça marchait la semaine dernière, tout simplement parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je peux me permettre d'expliquer en live à une audience un peu générale. Donc voilà. Alors là, on a tout ce qu'on doit voir normalement. Ouais. Donc on va essayer de compiler ça et puis on va essayer de le faire tourner. Alors je vais juste faire un truc, c'est que je vais effacer tout mon dossier de build et puis je vais relancer Simic. Ok, voilà. Comme ça c'est un peu moins verbeux. Alors, dans session 2, normalement, je vais avoir mon fichier session 2, ok, et donc si je fais trajectoire, tac, qu'est-ce qu'il me dit dans trajectoire? On a des points, ok, parfait, on va essayer de plotter ça pour voir ce que ça donne.
première colonne, c'était le temps, et la deuxième et troisième colonne, c'est la position. Donc nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la position. Et voilà. Donc on a bien notre belle trajectoire qui est bien circulaire. Salut mes buts. Ça fait plaisir de te voir ici. Ok, donc là on a une jolie trajectoire circulaire, c'est cool. On a reproduit ce qu'on avait fait la dernière fois, mais avec une petite structure, toute sympathique ici là. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va du coup, je rappelle une nouvelle fois l'objectif. Hein, l'objectif c'est de simuler ça d'une manière approchée et pas trop moche, on va dire. Donc on va essayer de faire en sorte de reproduire en fait ce schéma là, mais pour en fait un nombre arbitraire de particules. Donc comment on fait ça? Alors on va remplacer en fait tout ça par en fait deux boucles. Donc on va avoir une première boucle qui va hop, je vais supprimer ça. Donc là je décommande ça et puis je vais garder ça dans un coin, ça j'en ai plus besoin. Okay. Donc on va remplacer la Terre et le Soleil par en fait deux boucles sur les particules et les traceurs. Donc la mise à jour des particules, comment on va faire? Eh bien on va faire qu'on va parcourir toutes les particules, donc là je vais l'appeler PI, et puis PJ particules. Ouais. Est-ce qu'on fait ça comme ça? Est-ce qu'on fait ça comme ça? Non, on va faire ça différemment. On va avoir un entier qui va nous donner le nombre de particules et un entier qui va nous donner le nombre de traceurs. Donc là, on va avoir NP qui est égal à particles.size, donc la taille du vecteur de particules, et puis un entier qui nous donne la taille du vecteur de traceurs. Alors, il faut savoir que là, pour l'instant, ces trucs-là, donc c'est des vecteurs, donc c'est en fait un tableau de particules avec un nombre arbitraire de points qu'on peut stocker dedans. Et l'idée, c'est que ce truc-là, on va le remplir. Donc pour le remplir, on va utiliser une fonction d'initialisation qu'on appelle init. Alors pour l'instant, cette fonction, on n'a rien dedans. Puis on va voir ce qu'on va mettre dedans après. Ça, c'est le but de faire des entrées et sorties de manière à lire un peu notre système de manière un peu flexible et sans avoir à hard-coder dans le code directement toutes les infos. Ok, donc là on a ça, très bien. Notre boucle de mise à jour, on va parcourir toutes les particules et puis on va en fait calculer les forces sur chacune d'entre elles. Donc pour faire ça, on va donc faire un for int i égale 0, i inférieur à np. Donc plutôt que de boucler directement sur le vecteur de particules, on va boucler sur le nombre de particules. Et puis for int j égale i plus 1, j inférieur à np. Donc en fait, on va prendre chaque particule. Alors là, on peut même mettre np-1 parce que celle-là, elle sera plus mise à jour. Et puis en fait, on va calculer la mise à jour comme on faisait sur le système Terre-Soleil. Donc chaque paire de particules, en fait, elle va être mise à jour comme avant. Donc ça, c'est facile. Là, je vais dire que j'ai une référence qui est la particule I. Okay. Et puis j'ai une référence ici. C'est la particule J. Voilà. Donc ça, c'est comme avant avec la Terre et le Soleil, à part que la Terre, maintenant, on l'appelle particule I, et le Soleil, on l'appelle particule J. Voilà. Donc en fait, tout ça, là, je peux le remettre là à la place, et puis remplacer en fait Earth et Sun par PI et PJ. Allez, c'est parti. Hop, donc là voilà. Là, on a un système qui calcule les accélérations pour tous les couples de particules PI, PJ. Parfait. Très bien. Maintenant, on va faire la même chose, mais sur les traceurs. Donc là, c'est pareil. Hein. I inférieur à NT. Alors cette fois-ci, on fait tous les traceurs parce que là, il n'y a plus de
différence à faire entre les particules. Hein. Ici, on fait J égale I plus 1 parce qu'en fait, à chaque couple de particules, vous mettez à jour l'accélération de la particule PI et aussi l'accélération de la particule PJ. Ah oui, d'ailleurs, il y a un truc là que j'ai oublié de mettre. Et puis du coup, vous traitez que celles qui sont après parce que vous mettez à jour 2 fois les accélérations. Là. Ok, il y a un tout petit truc que j'ai oublié là, c'est l'étape 0 en fait, qui est remise à 0 des accélérations. Alors, donc là, je peux le faire directement sur les particules. Dans le cas du système Terre-Soleil, c'était pas un problème parce qu'en fait, on a signé directement les accélérations ici. Vous voyez, vous avez un égal là. On les assigne parce qu'en fait, il n'y a que 2 particules dans le système. Là, il va falloir les accumuler, c'est-à-dire qu'il va falloir faire la somme de toutes les forces, comme la deuxième loi de Newton nous l'indique. Hein. On doit faire donc un plus égal, plus égal, plus égal. Voilà. Et du coup, il faut forcément qu'au début du pas de temps, on les mette à 0. J'ai juste regardé parce qu'il y a des petites questions. Alors, Memibut dit, ça fait beaucoup de code pour un cercle? Non. Oui, alors c'est vrai que pour juste un cercle, et encore, on a vu que ça faisait beaucoup de code au début pour un truc qui faisait pas un cercle ou une spirale. Alors peut-être que c'est mieux, mais c'est pas vraiment ce qu'on cherche à assimiler. Maintenant, voilà, ce code, vous voyez, là, je le réutilise quand même beaucoup, en rajoutant juste des boucles, et puis ça va nous faire nos 2 galaxies en collision. Donc ça, c'est plutôt cool. Effectivement, je faisais alors, souvenir ému de tes premiers générateurs de particules en Delphi. Effectivement, Memibut, ça fait longtemps qu'on se connaît et il m'a vu faire à l'époque, je faisais du Pascal et pas du C, pas du C++ 17, hein, du Pascal à l'ancienne et du Delphi sous Windows. Ouais, pas mal de temps qui s'est écoulé depuis. Par curiosité, pourquoi tu les prends unsigned tes entiers? Alors je prends unsigned tout simplement parce que le nombre de particules il peut pas être nul, il peut pas être négatif, donc du coup j'utilise des entiers non signés. C'est un peu un réflexe que j'ai d'essayer d'utiliser les bons types de variables pour les bonnes choses, quoi. On aurait pu prendre un int, hein, c'est pas un problème. Mais là, l'avantage, c'est que si vous avez un compilo et que vous activez vos warnings, si vous utilisez des entiers ici, des entiers signés, ici il va râler parce qu'il vous dira que vous faites une conversion entre un size_t, qui est en fait un unsigned int, et un entier. Alors que là, il n'y aura pas de problème, on peut récupérer la taille directement sans que ça râle. Ok, donc je reprends. pi.ax ici, donc je mets tout à 0, pi.ay égale à 0, pi.az égale 0. Alors là même, ce que je peux faire, pour que ce soit encore plus simple, c'est je vais rajouter une petite méthode ici dans ma particule où je vais dire reset accelerations. Ah oui, je vais faire proprement. Voilà. Et puis ça aussi, là je vais mettre un... J'essaie de coder proprement ces derniers temps, c'est dur. Comme ça, on a une fonction qu'on peut directement appeler pour remettre à 0 nos accélérations. Donc ici, comme ça, je fais pi.preset accelerations, et puis je fais la même chose pour les traceurs, hein, c'est pareil. Donc le traceur i, on remet son accélération à 0. Donc là, voilà, on a calculé, on a remis à 0 les accélérations des deux systèmes de particules. Donc on met voilà, AX, AY, AZ à 0. Et puis on va accumuler en faisant des plus égales ici. Voilà. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi éventuellement encapsuler tout ça dans un petit... hop, on va mettre ça dans une fonction de notre... une fonction de notre particule, et puis donc c'est une méthode qui va prendre une autre particule qu'on va appeler O, parce que, comme other en fait, et puis alors là c'est pi, et puis c'est O.z, O.y et O.x. Alors ici on a besoin de ces constantes là, donc là on va s'arranger autrement tout à l'heure, je vais vous montrer comment on fait, et puis du coup je mets à jour mon accélération et je mets à jour l'accélération de l'autre particule. Voilà.
Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec C++, là ici on utilise une référence, c'est-à-dire qu'on se permet à l'intérieur de cette méthode de modifier non seulement l'objet qui appelle, mais aussi l'objet qui est passé en argument ici. Donc là ce O, c'est ici on le modifie. Donc on s'assure que... Enfin, il faut faire gaffe quand on fait ça, mais a priori voilà. Donc là on a... donc ça c'est juste la distance entre les deux particules. Gravitation newtonienne, principe fondamental de la dynamique. Ok. Donc là on est bien. Et maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire pi.compute_acceleration pj. Donc là on a quelque chose qui calcule l'accélération et met à jour les deux systèmes. Ok. Très bien. Alors pour les traceurs, c'est un peu différent. Pour les traceurs, c'est un peu différent parce que on n'a pas besoin d'avoir l'effet des traceurs sur les particules massives. Parce que le traceur, par définition, il va avoir une masse qui est égale à 0. D'ailleurs, j'ai oublié de définir ça là-dedans. Donc, on va le définir. Il nous faut effectivement une masse. Et, évidemment. Et cette masse, elle apparaît où? Elle apparaît ici. Ici. Voilà, donc ME, ça va être la masse de mon objet courant, et MS, c'est la masse de l'autre objet. Voilà. Et oui, j'avais oublié ce tout petit détail. Voilà. Ok, donc là j'ai M, et là j'ai O.M. Voilà. Donc là, il nous manque que le G. Alors ce qu'on va faire ici pour le G, c'est que on va définir un nouveau fichier qu'on va appeler params.h. Donc comme... c'est aussi un fichier d'entête, et puis dedans on va mettre juste la définition en fait des paramètres. Est-ce que je l'ai défini là ou est-ce que je l'ai défini ailleurs? Bon, on verra après. On va déjà finir d'écrire ça. Donc là, vous voyez que vous avez les accélérations qui sont calculées, qui sont mises à jour pour chaque couple de particules. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire I inférieur à NT ici. Et donc là, on va calculer l'effet de l'accélération de la particule massive. Oui, c'est ça. Donc là, on va faire PI. Alors, oui, pardon, ici, donc notre traceur, qui est une particule aussi. Et donc, il va être égal à traceur de I. Et ici, notre particule massive, cette fois-ci, PJ. Particles de J. Voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait TI.compute acceleration de PJ. Ok. Donc ici, vous voyez qu'on peut avoir potentiellement 1 million de traceurs et 2 particules massives. Et vous voyez que du coup, on va faire 1 million fois 2 calculs. Et ici, 2 fois 2 calculs, enfin 1 fois 2 calculs. Donc ce qui est beaucoup plus petit que si on avait à faire 1 million fois 1 million de calculs. Donc ça nous permet en fait d'accélérer énormément le traitement parce qu'en fait, voilà, ces particules massives-là, elles vont s'influencer l'une l'autre. Et celles-là, en fait, on met leur masse à 0, ce qui fait que du coup, elles n'ont aucune influence sur les particules massives et c'est beaucoup plus simple de calculer ça. Voilà. Et puis, alors après, il y aura la mise à jour. Alors, la mise à jour, comment on va faire? La mise à jour, on va faire la même chose. On va juste parcourir. Donc ça, c'était petit 1, calcul des accélérations. Et petit 2, mise à jour. Donc là, on a le leapfrog. Ok. Donc ici, on va parcourir toutes les particules maintenant. Donc on va faire for auto p particles. Donc toutes nos particules. Et puis on va faire p.update. Voilà. Et puis on va faire la même chose pour les traceurs. T.update. Ok, alors cette fonction update, on va la définir là. On a encore la question du G à régler, mais ça, on va
va y arriver après. Et donc, alors l'update, c'est ce qu'on avait dit. Donc, on va mettre à jour les vitesses. Donc, pour ça, ah oui, il nous faut en paramètre un pas de temps. Okay. Et donc, Vx, c'est égal à l'ancien Vx plus dt fois AX. Vy plus égal dt fois AY. Vz plus égal dt fois AZ. Donc là, on a mis à jour nos vitesses. Ça, c'est le leapfrog. On verra après comment on peut peut-être mise à jour des vitesses, comment on peut aussi généraliser ça de manière à avoir à pouvoir brancher n'importe quel type de solver, donc par exemple un leapfrog, un Euler ou une autre méthode pour faire avancer le système, de manière un peu abstraite, pour qu'on n'ait pas à se fader, si on veut changer de solver, qu'on n'ait pas à changer directement le bout de code des particules. Ok, et donc mise à jour des positions. Et donc là, je vais faire x plus égal dt fois vx, y plus égal dt fois vy, et z plus égal dt fois vz. Voilà, ok. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon, ok. Alors, ce qu'on va faire, parce que ça, c'est un peu moche, et les gens qui font du C++, les gens qui font du C++ ou du C le savent, en général, on sépare un peu, on met pas tout dans les points H, là, sauf si on fait des trucs un peu funky, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un fichier qui s'appelle particules.cpp, et dans lequel on va recopier un petit peu tout ce qui se passe là-dedans. Donc ça, en fait, donc le défaut, j'ai pas besoin de le recopier, le constructeur par défaut, mais par contre tout le reste, je le recopie. Donc là, je dis bien que je suis dans mon namespace Gravity. Tac, ici. Et puis tout ça, eh ben, on va le dire que c'est donc là que on est sur l'objet particle, et puis particle, ça veut dire l'objet particle, la méthode, donc ça c'est le constructeur, ça c'est reset acceleration, compute acceleration, update, pourquoi je l'ai en double, et voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai foutu là? C'est mon update qui était... j'ai copié-collé un truc à un endroit. Toujours pas. On y arrive. Mise à jour des vitesses. Voilà. Ok, et donc ça on avait dit particle. Et voilà. Donc là, on a notre fichier avec les particules, et donc du coup, ce fichier-là, c'est ce qu'on appelle maintenant un header. Donc on a juste la déclaration des différentes méthodes et de ce qui est contenu dans la structure. Et puis le fichier .cpp qui contient vraiment le contenu. Et puis pendant qu'on y est, on va passer ça en... Ouais, non, on va laisser ça en struct pour l'instant, on va pas faire de classe, mais on verra plus tard. Ok, donc là on a ça, Maintenant il faut juste que je mette à jour le CMake. Alors le CMake, je vais juste lui rajouter un petit src/particles.cpp. Donc là on a créé un nouveau fichier de code à compiler. Donc ils vont être compilés séparément. En fait, le main et le particles.cpp vont être compilés séparément, puis vont être ce qu'on appelle linkés ensemble de manière à faire notre exécutable. Donc voilà, là on a tout ce qu'il nous faut. Donc il reste la question du G à régler. Alors MSME, ça on peut tout dégager parce qu'en fait, à part le DT, bon, on verra ce qu'on en fait après, mais pour l'instant on va le laisser comme ça. Donc voilà, il nous reste le G. Alors le G, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le charger à l'initialisation, comme ce que j'avais dit en fait au début du stream. Donc comme ça nous permet en fait d'avoir un système qui nous donne en fait son set d'unités en entrée, et puis on traite tout comme on veut, et puis et on n'a pas besoin de trop s'embêter à hardcoder des valeurs, donc notamment des constantes ou de la distance, etc. Il restera un truc à régler qui est le DT,
Mais ça, en fait, pour l'instant, on va encore le hard-coder et on verra dans peut-être une session suivante que, en fait, cette valeur de dt, elle est limitée par le système lui-même, en fait. On ne peut pas prendre n'importe quel dt. Là, on le fixe d'une manière à être certain que le système se casse pas trop la tête, mais en fait, normalement, le dt, il a une valeur maximale, une valeur qu'on ne peut pas dépasser. Si on la dépasse, le système devient instable, et en fait, la simulation elle fait n'importe quoi. Donc l'idée, c'est de prendre le dt le plus grand possible, parce qu'on veut simuler généralement sur des longs temps physiques. Donc on veut avoir le dt le plus grand possible, mais en fait, il y a une limite, voilà, il est borné, une limite maximale, et si on dépasse cette limite, le système devient instable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le calculer dynamiquement, de manière à pouvoir trouver la valeur maximale de ce dt, de manière à ce que le système ne se casse pas la gueule. Voilà, donc pour l'instant on le reste fixé, et donc c'est un des rares trucs qui aura une vraie unité qui nous posera problème, et le Tmax aussi, mais ça c'est aussi, bon, pour l'instant c'est juste pour la démonstration. Ok, donc le G, où est-ce que je vais le mettre? Le G, pour l'instant, je vais l'encoder salement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un statique double G ici. Et ouais, je définis ici normalement. Alors, par défaut, il va valoir Normalement, je crois que ça marche comme ça, les statiques. J'ai plus l'habitude, mais on verra. Est-ce que ça compile ça? C'est pas dit que ça compile. Parce que là, du coup, il va utiliser son propre G. Ouais, c'est ça. Et donc là, en fait, j'ai juste à le définir comme dans l'initialisation. Pour l'instant, je fais juste particles de G est égal à 39.147. Ok. Et puis, alors on va reprendre le système Terre-Soleil pour commencer. Et puis on va voir ce que ça nous donne si du coup, alors je vais créer une particule. Voilà, je rajoute une particule, et puis donc cette particule c'est le Soleil, donc lui il est à position 0,00000, et il a une masse solaire de 1. Voilà. Et puis je vais pousser aussi un traceur qui va être notre Terre. Donc là on utilise vraiment notre nouveau système qui est donc à 1, 0, 0. Donc là, je vous rappelle, hein, les trois premières coordonnées, c'est la position, les trois suivantes, c'est la vitesse initiale, et la dernière, c'est la masse. Voilà, donc notre masse, à l'origine, c'est en masse solaire, donc c'est 1. Et puis là, notre traceur, donc il a une position qui a 1 sur l'axe des X, encore une fois, 0 SQRT de... Alors là, ça fait du coup, c'est G, donc particule G, fois M, c'est 1, c'est la masse du Soleil, divisé par R, c'est 1, donc en fait c'est racine de G. 0. Et puis la masse d'un traceur, c'est 0. Alors on va voir si là, avec l'initialisation, on arrive bien à retrouver. Donc là, normalement, si je veux refaire encore une fois mon système, hein, je veux juste afficher la position du premier traceur. Ouais, et donc là, il nous faut notre dt ici. Voilà. Donc là, on a recodé le système, mais avec un petit peu d'orienté objet, donc c'est un petit peu plus propre, et on a abstrait en fait le nombre de particules et de traceurs qu'on peut avoir dans le système. Donc de cette manière-là, en fait, on peut avoir un système composé de n particules, m traceurs, et puis si possible avoir plein de traceurs et très peu de particules massives, et comme ça on peut avoir un système avec plein de masses, enfin pas plein de masses, mais plein de particules pour représenter notre système, mais qui a un coût de calcul qui est très très faible par rapport à si on simulait tout le système en entier. Voilà. Et ça c'est quand même non négligeable. Alors on va essayer ça, et puis on va voir ce que ça nous dit, parce que là je pense que vu que ça fait un bout de temps que j'ai pas compilé, à mon avis, il va un peu faire la gueule. Non. Alors, qu'est-ce qu'il y a? First define here. Voilà, donc là, j'ai plusieurs définitions de G. Donc, en fait, c'est que ça, il faut que je le passe dans le CPP, en fait, de souvenir. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé des reps statiques.
Sinon, je peux juste avoir une structure de paramètres, mais on verra plus tard. On verra plus tard si ça marche. Voilà, et donc là, si je vais dans... alors, hop, je vais refaire une petite... là, normalement, j'ai mon nouveau session 2. Je le mets dans trajectoire, comme avant. 4 trajectoires. Ah, alors là, j'ai des not a number. Très bien. Donc, eh ben, on va vérifier ce qui se passe. Alors, déjà, je vais regarder si j'ai tout de suite des not a number au début. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok, 0, nan, nan. Très bien. Donc ça, c'est plutôt mauvais signe. Alors, on va calculer, on va afficher des x, des y et des z. On fait du débugage un peu à la salle. Hein. Et puis, on va faire un exit 0 ici. Et c'est parti. Session débugage en direct. Donc là, on est bien à 1, 0, 0. Ça, c'est bon. Donc notre distance, elle est bonne. Cool. Alors maintenant, notre force. Qu'est-ce qu'elle donne, l'intensité de la force? Oui, je pourrais faire ça dans un débugger, mais j'ai la flemme là tout de suite de sortir le débugger pour ça. On verra plus tard si je galère trop. Ma force est égale à 0. Alors ça, par contre, c'est pas très bon. Donc, ah ben oui, ah ben oui, et oui. Étant donné que je suis dans un traceur, si je fais GMOM, ça va être égal à 0 forcément. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est comment je vais... et donc du coup, après, j'ai une division par 0 qui me donne un not a number, évidemment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire... je vais rajouter un petit flag dans ma particule, qui est un boolin, il s'appelle isTracer. Et isTracer, voilà. Et puis, donc là, ce que je vais faire, c'est juste que dès que j'ajoute un truc dans un traceur, donc là, je vais faire particule P. C'est un peu sale pour l'instant, on va faire ça, on fera ça un petit peu mieux tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai une particule. Et puis cette particule, je vais juste déclarer que c'est un traceur. P.isTracer égale true. Et juste par défaut, traceur c'est désactivé. Ok. Comme ça. Voilà. Donc par défaut, c'est une particule avec une masse. Et puis si on veut que ce soit un traceur, on lui dit. Voilà. Bon, c'est pas de l'orienter objet très propre et très beau ce que je fais pour l'instant, mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Le debug au print, les vrais sables. Ouais, en fait, en plus j'ai un vrai debugger pour ça, parce que là, en plus, on fait même pas du parallèle, donc c'est vrai que ce serait malin d'utiliser un debugger. Mais voilà, vous voyez aussi comment je fais quand j'ai la flemme. Et ça n'a pas de prix. Ça, je vais appeler T, comme ça, on est tranquille. Et T là. Et donc ça, c'est mon soleil. Et mon soleil, il est à 0, 0, 0. 0, 0, 0. Et voilà. Donc je push la particule P. Alors l'objectif à long terme, c'est de se débarrasser de ça et d'avoir un fichier en fait. Et si vous avez été si vous avez bien observé dès le début, vous avez vu que là il y a un petit dossier dataset où j'ai préparé des trucs. Donc, mais on y arrive, je charrie, mais en vrai, j'ai pas utilisé de debugger depuis des années. J'adore les debuggers, c'est ma passion. Non, le problème en fait, c'est qu'à un moment, j'ai bossé avec un debugger qui était tellement bien que j'ai jamais pu revenir à GDB derrière. Ça s'appelle DDT et ça coûte très cher. Donc en fait, mon labo l'avait. Et après, je suis allé dans un endroit où il ne l'avait plus. Et voilà, et c'est une licence qui coûte les yeux de la tête. Donc évidemment, personne ne les achète sauf les gros centres de calcul. Et ça permet de faire du débugage en multiprocess et tout. Enfin, c'est absolument fantastique. Mais c'est très cher. Et j'en ai redécouvert un il n'y a pas très longtemps qui s'appelle GDB GUI. C'est juste en fait une petite interface web sur GDB qui permet de faire un petit peu plus facilement qu'en ligne de commande avec GDB, quoi. Mais voilà, mais pour les trucs, et je pense d'ailleurs que Visual Studio Code doit avoir un debugger, mais j'ai jamais trop utilisé, et puis ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Parce que vu que je fais pas ma compilation directement dans VS Code pour des raisons je trouve que l'interfaçage avec CMake est pas terrible, donc du coup je le fais directement dans la ligne de commande. Mais voilà, donc le débugage old school avec des prints. Ok. Donc, on a notre particule, on a notre traceur. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en fait un... Hop.
On va faire deux petites fonctions. On va faire une fonction particle compute acceleration massive. Voilà. Et donc ça, c'est cette fonction-là. Et puis on va faire une fonction qui s'appelle compute acceleration tracer. C'est un peu, c'est pareil, c'est pas forcément ouf niveau orienté objet ce que je suis en train de faire, mais c'est pas très grave. Voilà, donc là x, y, z, m, et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste dire que on multiplie par au point m, res, et puis ça j'en ai plus besoin. Et que donc la particule massive, on n'a plus besoin de la mettre à jour parce que voilà, donc le haut là, ça c'est le haut, c'est une particule massive, et la particule en cours, le this, donc la particule qui appelle cette fonction, c'est un traceur. Donc là on va voir ça, donc là le traceur, on n'a pas besoin de le diviser par m parce qu'on n'a déjà pas multiplié par m ici. Et donc là on se retrouve avec ça. Et maintenant ce qu'on va juste faire, c'est if isTracer, alors on appelle compute acceleration tracer. Et sinon, compute acceleration massive de haut. Et donc ces deux fonctions-là, ces deux méthodes-là, on les rajoute dans particles.h. Voilà, ici. Et voilà. Ok, on avance. On avance. Donc là, normalement, Visual Studio, il va me dire tout est bon, parfait. On va refaire un petit make. Est-ce que ça passe? Ça a l'air de passer. Super. Session 2. Alors, j'ai toujours des nanes. Pourquoi? Je vais faire un petit... On va dégager ce dossier au cas où. Et puis, on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai toujours des nanes. Pourquoi j'ai toujours des nanes? Bon, est-ce qu'il serait temps que je sorte le GDB? Oui, justement, pour vous montrer. Comme ça, ce sera fait. Ah ben oui, mais vu que j'ai fait une réinstall de mon système, j'ai plus le debugger évidemment. Bon bah tant pis. Alors on va regarder ce qui se passe. Donc là normalement sur le traceur, j'ai... Alors on va printer un peu tout ça, puis on va voir ce que ça dit. .m, res... Ah attendez, dans quel sens je le fais? Dans quel sens je le fais? Ah non, si, c'est bien traceur qui appelle PJ. Donc ça, normalement, c'est bon. Ok, bon, on va voir. On va voir ce que ça nous dit avec le print. Est-ce que j'ai rajouté le exit, histoire de pas m'en fader 200? Non. Coup dur, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi il sort pas? Alors, il rentre jamais dans compute. P. Ah, mais évidemment, voilà, c'est mon T qui est un traceur et pas mon P. Ça devrait être un petit peu mieux. Et voilà. Bon, et là, c'est mieux. Alors, c'est parti. On recompile. Ah, on a des valeurs. Maintenant, il faut voir si elles sont bonnes. Donc, ah oui, j'ai supprimé mon trajectoire. Là, je suis plus dans le bon dossier. Donc, on va reploter ça et on va voir ce que ça nous dit. Donc, j'importe NumPy, j'importe Matplotlib. Je charge mes données. Trajectoire. Voilà. Et puis, je fais mon plot. D de 1, D de 2. Et j'ai toujours mon cercle. Youpi. Très bien. Bon. Super. Donc là, voilà, on a abstrait tout ça. Donc on est parti d'un système où on avait hard-codé vraiment les deux valeurs, etc. Et puis le système. Et puis là, maintenant, on se retrouve avec un système qui est un peu flexible, où on a plein de comment dire,
plein de données, on peut avoir autant de particules qu'on veut en fait, qui soient soit des particules massives, soit des particules traceuses. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va remplacer ça par save solution. Voilà. Et puis je vais lui donner juste un entier, et cet entier va s'appeler itération. Et l'itération, c'est juste à quelle itération on en est dans le code. Donc combien de tours de boucle on a fait. Et cette fonction save solution, que je vais appeler save solution, parce que j'ai dit que je faisais les choses proprement, elle va juste pour l'instant save solution itération. Elle va juste printer ça pour l'instant. Voilà. Ok. Donc là, on a un petit peu... ah oui, il me faut aussi le temps, sinon ça va pas marcher. Voilà. Donc là, on a un petit peu... Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, mais c'est super moche ce que j'ai fait. Ça, c'est TR. Parce que là, sinon, je redéfinis un truc qui s'appelle T et c'est pas... Ouais, c'est pas folichon quand même. Ouais, TI, ou TI. Je l'ai appelé TI avant, je vais le réappeler TI. Voilà. Ça, c'est un peu plus propre. Voilà. Donc là, on a bien abstrait notre système. Hein. On a une initialisation, des tours de boucle, et puis on va sauver la solution. Voilà. Donc le sauvegarder la solution, pour l'instant, c'est ça. Mais vous voyez que quand on va avoir 1000 particules dans les traceurs, ça va pas le faire. Et pareil, l'input, c'est pas génial comme ça. Donc on va faire ça différemment. Alors ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu les... Donc là, j'ai conçu, avec plein de guillemets, un format de fichier. Donc ça, c'est le système Terre-Soleil. Alors, le système Terre-Soleil, qu'est-ce qu'il prend? En entrée, il prend G. Ensuite, la deuxième ligne, il va nous donner le nombre de particules avec une masse et le nombre de particules traceuses. Et puis après, c'est la description des particules. Donc c'est position, vitesse et masse. Donc ça, c'est le Soleil. Et ça, c'est la Terre. Et puis, je vous en ai fait quelques autres comme ça, donc, avec lesquels on va jouer un petit peu. Alors, on va déjà essayer de charger ça. Donc la première ligne, c'est G. Ensuite, c'est le nombre de particules donc de chaque type. Et puis après, c'est donc ça, on va appeler ça NP. Ça, c'est NT. Et puis du coup, on va avoir NP lignes qui vont nous donner les particules avec de la masse et NT lignes qui vont nous donner les particules traceuses. Ok. Cool. Donc cet init là, on va le dégager. Et à la place, on va prendre en entrée une chaîne de caractères qui va s'appeler filename, et ça va être notre fichier d'input. Okay. Et donc, on va lire dans ce fichier d'input. Alors, comment on fait? Eh ben, on va déclarer un truc qui s'appelle un ifstream. Donc, je l'appelle fin pour file in, fin.open, filename, fin.close. Voilà. Okay. Donc, on ouvre le fichier, on le ferme, et entre les deux, on va lire les données dedans. Je ne vais pas faire de vérification. Alors normalement, quand on ouvre un fichier, on doit vérifier que le fichier est bien ouvert, que le fichier existe, etc. Je ne vais pas rien faire de tout ça, et puis on va faire confiance à l'utilisateur, et si ça ne marche pas, eh ben, ça plante. Et puis voilà. Donc là, fin, je vais lire la valeur de G, comme on a dit. Hein, dans la première ligne, c'est G. La valeur de G, parce que ça on en a besoin et on ne peut pas l'abstraire. Ensuite, deuxième ligne, ça va être NP puis NT. Donc, pareil, NP, NT. Et après, NP ligne particule avec masse. Donc là, je vais faire un for int i, même, hop, i inférieur à NP. Et donc là, je vais créer une particule, donc une particule massive, dans laquelle je vais insérer ce que je lis dans le fichier. Donc d'abord les positions, puis les vitesses, puis la masse. Voilà. Et puis je vais faire la même chose pour les traceurs. Ah oui, pardon. Petit détail, particules.pushback p. Donc une fois que j'ai lu ma particule, je la rajoute à ma liste de particules. Et voilà. Et donc là, j'ai initialisé mes particules. Et après, je vais faire la même chose pour les traceurs. Donc là, i inférieur à nt cette fois-ci. Et puis particle t. Là, je peux, parce qu'il n'y a pas d'autre t qui est défini dedans. Fin
Donc t.x, t.y, t.z, t.vx, t.vy, t.vz. Le m, on s'en fout, c'est 0, donc normalement il est défini comme 0. Et puis on va juste rajouter un petit t.isTracer égale true. Voilà, pour dire que c'est bien une particule traceur. Et donc tracer.pushback t. Voilà. Là on a donc initialisé, on a pris notre fichier, on l'a lu, et puis voilà. Alors, Maxime dit, tiens, coucou, peut-être que j'ai loupé ça, mais pourquoi tu abstrais G comme paramètre et pas fixer un système d'unité, genre CGS, mais je suis pas trop sectaire. Alors, le système d'unité, en fait, il a tendance, surtout si tu fais des CGS, il a tendance à un peu foutre la merde dans les équations. Donc c'est pour ça que dans tous les codes, la majorité des codes qu'on utilise, en fait, on normalise le système. Alors souvent, il y a un set d'unités qui est défini par le code. Dans le code et un set d'unités physiques dans lequel on sort les données. Là, pour le coup, je pars du principe qu'en fait, pour ce genre de système-là, on n'a pas besoin de grand chose d'autre que G pour faire le calcul, parce que le fichier d'input va nous donner des grandeurs dans ce set d'unités-là, et que du coup, on n'a pas trop besoin de s'embêter à faire ça. Et du coup, on a un G qui est à peu près normalisé avec le système qu'on veut faire, qu'on veut simuler. Donc là, par exemple, dans le système Terre-Soleil, c'est mon set d'unités où j'ai la masse, c'est la masse du Soleil, l'unité de longueur, c'est l'unité astronomique, et le temps, c'est une année. Et donc, si vous faites le calcul, vous tombez sur G égale 3947. Et puis, dans l'autre, donc dans celui où on simule un petit peu les galaxies des antennes, là, on va avoir un truc qui est... donc le système d'unité que j'ai pris, alors j'ai pris des notes, c'est 10 puissance 10 masse solaire pour la masse, 1 kg par sec pour la distance et 1 million d'années pour le temps. Et donc ça nous donne un G de 4.49 10 2. Voilà. Donc c'est un choix de design là, le fait que j'abstrais G. On aurait pu faire autrement, effectivement, vu que Maxime, t'es coutumier de Ramsès. Effectivement, dans Ramsès, on définit un set d'unités où on va définir en fait des grandeurs qui s'appellent scale, scale L, scale T, scale D pour la densité. Et ce truc-là, en fait, va servir à normaliser un petit peu tout ce qu'on lit en entrée, tout ce qu'on sort en sortie. Mais bon, là, voilà, je prends le parti que ce soit G et qu'en fait les unités, les données qu'on nous file en entrée soient déjà normalisées. Donc il nous faut juste du coup la valeur de G pour faire le calcul. Voilà. Ok. Donc ça c'est ce qu'on a en entrée. Et ah oui, alors là, du coup, il nous faut le nom du fichier. Alors le nom du fichier, on va le prendre sur la ligne de commande. Là aussi, c'est pareil, c'est pas très très propre ce que je fais. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le premier argument sur la ligne de commande après le nom de l'exécutable. Évidemment, il faudrait vérifier qu'il y a un argv. Si c'est pas le cas, il faut donner, vous savez, les traditions, l'usage. On donne l'usage du code, donc qu'est-ce qu'on peut passer sur la ligne de commande, etc. Pour l'instant, on s'en fout un peu, on va faire ça un peu, on est entre nous, hein, donc on fait ça un peu de manière un peu sale, et puis on verra plus tard pour faire ça mieux. Donc là, j'ai recompilé. Normalement, si je lance ça sans rien, vous voyez, là, paf, ça plante parce que je ne vais pas passer un truc en entrée. Et puis, du coup, je vais aller chercher dans mes datasets, là, et j'ai Sun Earth. Donc normalement, si j'ai tout fait comme il faut, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir encore une fois exactement le même système qui sort. Alors, on va voir, hein. Je le sors dans trajectoire, comme d'habitude. Je charge trajectoire, je plotte, et là, magie du direct, ça marche. Cool. Donc là, vous voyez que ça y est, maintenant on est complètement abstrait, on n'a plus du tout hardcodé. Alors il reste ça qu'on a hardcodé, mais comme je vous l'ai dit, ce DT là, en fait, dans une vraie simulation, il va être fixé par les conditions physiques de la simulation. Donc en fait, il y a un truc en hydrodynamique qu'on appelle la condition CFL et qu'on a généralisé à tout, même si utiliser CFL c'est un peu galvaudé. Donc CFL, c'est pour les noms des premiers chercheurs qui ont trouvé ce truc-là. Donc c'est Courant, Fredericks et Lévy. Et en fait, c'est en fait une valeur qui borne notre pas de temps, en fait. Enfin, c'est pas le pas de temps, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en fait quelque chose qui nous permet de limiter notre pas de temps en fonction des conditions physiques du système. Et donc généralement, quand on fait de la gravité, on va calculer la vitesse à laquelle les choses se contractent de manière à limiter
pour pas que le système devienne instable. Si c'est en hydrodynamique, on va avoir d'autres contraintes qui viennent d'autres choses. Si vous faites de la cosmologie, vous allez avoir des contraintes sur l'expansion de l'univers, etc. Donc il y a plein de facteurs qui bornent ce pas de temps. Et généralement, on essaie de le prendre le plus grand possible, mais de manière à ce que la simulation tienne le coup. Voilà. Donc c'est le dernier truc qui est hard-codé, et tout le reste, c'est abstrait. Alors il reste ce petit truc-là, le Safe Solution. On a dit que là, on a un petit souci parce qu'en fait... là, il affiche que un traceur, que le premier traceur. Alors, on me dit, tu rentres pas dans les détails car tu n'as pas de temps. Oui, pas de temps. Non, je rentre pas dans les détails aussi parce que là, ça me demanderait de vous faire des petits calculs en live et que, pour ceux qui ont suivi sur Twitter, j'ai réinstallé mon système assez récemment. Et que en fait j'ai pas réussi à rebrancher ma tablette, donc je peux faire 0 calcul, donc c'est 100% code ce soir. Donc voilà. Si les streams continuent et que je passe sur une partie hydro, la CFL c'est un truc absolument fondamental, et autant en gravitationnel on peut se débrouiller un peu, autant en hydro, si on le fait pas, c'est catastrophique. Donc du coup, on y passera à un moment ou un autre. Et c'est bon. En plus en hydro, c'est assez simple à exprimer. En astro, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc je reviens sur le Safe Solution. Donc là, vous voyez qu'on affiche que un seul traceur. Et ce qu'on voudrait, c'est afficher tout notre système. Et puis aussi arrêter avec cet interpréteur Python là pour charger et plotter les trajectoires. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un vrai logiciel de visu qui s'appelle ParaView. Je vous le démarre là, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc c'est un vrai soft de visualisation qu'on utilise pour faire de la science. Voilà. Et donc on va utiliser un format. Alors c'est le format le plus basique et le plus on va dire bête possible et imaginable. C'est un format qui s'appelle le .3D. Et alors le format .3D, qu'est-ce qu'il prend donc c'est un fichier représente un état de la simulation à un temps donné. Et puis en fait, on va décrire toutes les positions, et puis on peut donner une variable en plus, et c'est tout. Donc c'est vraiment très très bourrin, c'est-à-dire que je peux même pas indiquer les vitesses, ou je peux pas indiquer, je pourrais indiquer une vitesse, ou la magnitude du vecteur vitesse, ou je pourrais indiquer la masse, mais voilà, je peux indiquer qu'une seule variable. Mais c'est pas grave, parce que ça nous permet de faire ça va nous permettre de faire de la visu. Donc pour ça, on va écrire dans un fichier. C'est pour ça que j'ai demandé l'itération, c'est qu'en fait on va écrire dans un fichier. Donc ces résultats-là, on va stocker pour un certain nombre d'itérations dans un fichier. Donc ça, on va déjà écrire le nom du fichier. Alors pour ça, on utilise un string stream, et dedans, je vais juste dire gravity underscore. Là, je vais dire que je veux en fait avoir l'itération et qui est remplie sur 5 chiffres. Donc pour ça, je fais ça, et puis itération, et puis je rajoute un point 3D. Voilà. Donc c'est un peu... Voilà. Si vous n'avez pas l'habitude, ça c'est un STD. Voilà. Donc si vous n'avez pas l'habitude, à quoi ça correspond? Donc un string stream, c'est juste en fait une chaîne de caractères dans laquelle on va mettre des trucs, et ces trucs on ne sait pas trop quel type ils ont. Donc vous voyez, vous avez des entiers, vous avez des bouts de chaîne de caractères, etc. Donc en fait juste le string stream s'arrange pour concaténer tout dans la chaîne de caractères de manière correcte. Et ça c'est juste pour dire qu'en fait mon itération là, donc le prochain truc que je rentre, je veux qu'en fait elle soit écrite sur une largeur de 5 caractères, et que tout ce qui rentre pas dans le nombre, en fait je mets des zéros. Donc en fait c'est juste 5 caractères, et puis pour la première il va m'écrire 0, 0, 0, 0, 0, puis pour la deuxième etc. Okay. Donc comme ça nous permet en fait d'avoir un format de nom de fichier qui soit à peu près uniforme partout. Ok, donc ça c'est mon nom de fichier, et maintenant je vais donc pour lire, j'avais utilisé un ifstream, et là je vais utiliser un ofstream pour output file stream. Voilà, donc je vais faire open, j'ouvre quoi? J'ouvre oss.str, donc ce que j'ai rajouté là-dedans, conversion en string. Donc là en fait ça va nous donner un fichier du type gravity 000.3d par exemple, pour la première itération, enfin pour l'itération de 0, et puis etc. Voilà.
Donc ça, je l'ouvre. Là, je vais le fermer. Et dedans, eh ben, je vais... Alors déjà, il y a un en-tête. Donc l'en-tête, c'est juste... voilà, c'est juste ça. Donc là, j'ai X, Y, Z et puis une valeur. Alors je l'appelle V. Ça n'a pas grand intérêt. Et puis maintenant, je vais parcourir toutes mes particules. Donc là, auto, PI, particles. Et puis je vais les écrire dans le fichier. Donc PI.X, PI.Y, PI.Z. Ah, et puis une valeur. Donc là, je vais juste mettre 0 parce qu'on s'en fout un peu. Voilà. Et puis je fais pareil pour les traceurs. TI.X, TI.Y et TI.Z. Et puis 0 aussi. Et puis il me faut un espace, sinon ça va pas marcher. Voilà, donc là j'ai ma routine qui sauve ma solution. Donc je parcours pour un moment donné, je parcours toutes mes particules, tous mes traceurs, et puis je balance tout ça dans un fichier. Ça, j'en ai plus besoin. Et voilà. Donc, on résume. J'ai mon main, j'initialise en lisant un fichier. Ça, on n'a plus besoin, parce qu'il a été défini avant, ici. Puis ensuite, pour chaque itération, je vais remettre à zéro mes accélérations du système, je calcule mes accélérations, je mets à jour mon système, et je sauve ma solution. Alors on va voir que sauver la solution à tous les pas de temps, c'est pas optimal. Hein. Quand on fait des simulations professionnelles, généralement on ne veut pas trop sauver à tous les pas de temps parce qu'une sauvegarde, ça peut être sur un supercalculateur, ça peut monter très facilement à centaines de gigas, voire au téra de données. Donc effectivement que quand votre sauver une simulation, sauver un snapshot, ça vous prend 2 à 3 heures d'écriture sur disque, vous voulez pas trop faire ça à chaque pas de temps, quoi. Voilà. Donc pour l'instant on va faire ça et puis on va voir ce que ça donne. On va déjà voir si ça compile. Alors surtout que là j'utilise des streams, donc c'est bon, ça compile. Très bien, on est content. On va faire tourner notre session 2. Alors normalement elle affiche plus rien. Et oui, mais j'ai oublié de donner le dataset, effectivement. Voilà. Et là vous voyez qu'on a plein de fichiers qui ont été ouverts et qui ont été écrits. Donc vous voyez qu'en plus on a plein de fichiers, mais c'est pas grave. On va ouvrir ça dans ParaView. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ouvre. Alors vous voyez que ParaView il est intelligent. Il me dit, ah, tous ces fichiers-là, ils ont la même tronche. Donc hop, on va les grouper ensemble. Je vais les afficher. Et donc là, vous voyez que... Alors, je ne sais pas si ça va se voir sur le stream. Est-ce que ça se voit sur le stream? Attendez, je regarde un instant. Ouais, on les voit les particules. Bon, on les voit. Et donc, eh ben, je vais... là, je peux cliquer sur Play. Et normalement, je vais voir ma simulation qui bouge. Alors, est-ce que ça marche pour vous? Est-ce que vous les voyez? Vous devez voir que ça bouge un peu normalement. Voilà. Bon. Est-ce que je peux grossir la taille des points? Je suis pas sûr. Non, je pense pas que je puisse grossir la taille des points dans ParaView. J'avais pas pensé à ça. Bon. Chez moi ça marche. Ok, très bien. donc voilà. Donc vous voyez que là on a notre orbite Terre-Soleil. Au milieu on a le Soleil et puis là on a la Terre et puis on est content. C'est cool. Donc là, on a notre système Terre-Soleil. Et ben, on va essayer maintenant. Alors oui, donc comme je vous le disais, là effectivement, vous voyez qu'on a quand même écrit 3653 fichiers sur le disque, juste pour ça. C'est peut-être un peu overkill. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rajouter ici une petite constante qu'on va appeler saveFrec. Et puis on va dire qu'on va sauver toutes les 100 itérations. Ça me semble plutôt pas mal. Et puis là, on va juste dire... donc je vais faire un premier truc, c'est ici, avant le démarrage, je sauve la condition initiale. Parce que ça, c'est quand même pas mal d'avoir l'état du fichier sauvegarde de la condition initiale. Donc l'état du fichier au démarrage. C'est T00. Le T, d'ailleurs, là, il nous sert plus, on va le dégager. Allez hop, il bouge. Ça resservira peut-être plus tard, mais là, vu qu'on ne peut pas sauvegarder des métadonnées dans le fichier, autant s'en débarrasser. Et puis là, alors là, sauvegarde des positions, sauvegarde du système. Et puis ce qu'on va dire, c'est si itération %,
c'est quoi? C'est frec, j'avais dit, égale 0, alors on fait ça. Alors le pourcent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est modulo. Donc c'est-à-dire qu'en fait on fait la division de itération par c frec, la division entière, et s'il reste égal à 0, ça veut dire qu'on sauve. Donc c'est juste pour dire on sauve une fois tous les c frec itérations. Donc là toutes les 100 itérations. Ok, allez, on recompile. Je vais faire un RM3D ici. Donc voilà, là j'ai plus rien dans mon dossier, et si je relance mon truc avec le bon fichier, voilà, vous voyez que là maintenant on a beaucoup moins de fichiers, on a plus que 36. Ok, cool. Alors on va tester maintenant si notre code il marche pour le reste. Alors là j'ai fait différents petits trucs, et puis j'ai fait un truc qui s'appelle Galaxy. Donc là voilà, c'est une petite galaxie. Alors une petite galaxie très simplifiée, hein, mais on va faire ça pour l'instant. Donc en fait c'est juste une seule particule massive avec 1000 particules en orbite, 1000 traceurs en orbite. Et puis en fait donc les 1000 traceurs ils sont sur le même plan, elles sont toutes sur le même plan avec des orbites circulaires. Alors, si tu sauvegardes avant de détecter le temps, tu vas pas réécrire tes conditions initiales. Très bonne question. Alors, je regarde. Non, parce qu'en fait, c'est sauvé à l'itération, et l'itération, elle est updatée au début. Parce que du coup, voilà, dès le début, on est à l'itération 1. On n'est pas à l'itération 0. Ça, c'est un parti pris, encore une fois. Donc là, en fait, le premier appel, il est save solution 0. Après, itération plus. Donc là, on est l'itération % save frec, ça va être 1. Donc c'est bon, on ne réécrit pas les conditions initiales. Tout va bien. Tout va bien. Ok, donc je reviens sur ma galaxie. Donc voilà, donc on a 1000 particules qui sont sur le même plan avec des vitesses circulaires. Alors vous allez voir que l'intégrateur, du fait du dt qu'on prend, en fait, il va avoir un petit truc qui est pas terrible, quoi. Mais c'est pas très grave, c'est surtout que le centre de la galaxie va être très vite dépeuplé, parce qu'en fait les particules vont s'éloigner du bord, parce que le pas de temps de mise à jour sera trop grand. Alors là je vais juste du coup le changer, je vais mettre 10-3, et puis mon Tmax ça va être égal à... Mon Tmax on a dit, alors le Tmax aussi je vais le sortir d'ici, parce qu'il n'a rien à foutre là, et puis je vais le mettre en constante. Voilà, donc constexpr double Tmax 10. Voilà, donc là ça nous fait 10 000 itérations. 10 000 itérations, c'est quand même pas mal. Et puis ce qu'on va faire ici, c'est que parce qu'on risque d'attendre, donc je vais juste rajouter un petit truc qui nous dit saving at iteration. T égale et le temps courant. Donc voilà, donc à chaque fois qu'on sauve, il nous indique le temps et l'itération, comme ça on est sûr qu'on voit si la simulation elle avance. Voilà, on va faire ça, normalement tout va bien. Et donc cette fois-ci, je vais faire mon run et je vais le faire. Hop, je vais bouger ça. Donc ma console Python, j'en ai plus besoin, je la dégage. Voilà. Et je me retrouve avec dataset galaxy.dat. Alors on va voir si ça marche. Donc là, voilà, il avance. Oh, bah, ça va, il l'a fait relativement vite. Donc là, on a nos fichiers, Gravity. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc cette fois-ci, vous voyez, on a une petite... donc voilà, on a une galaxie. Le point que vous voyez au centre, c'est une galaxie très simplifiée, hein, c'est juste un disque. Mais bon, on verra plus tard pour des modèles un petit peu plus complexes. Donc là, on a au centre la particule massive, et puis sur le tour des étoiles, entre guillemets, qui vont orbiter. Donc si j'appuie sur Play, normalement, sauf magie du direct, on devrait avoir les petites particules qui tournent en orbite autour. Et c'est le cas. Donc voilà, donc là on est content. Alors ça dure pas très longtemps, on peut peut-être remettre un Tmax un petit peu plus long. On va mettre un Tmax égal à 100. Voilà, donc là ça fait, donc là le temps, l'unité de temps c'est le million d'années. Donc là ça va être 100 millions d'années. Okay. Alors hop, on refait. Donc là, voilà, c'est un petit peu plus long, hein, mais c'est pas très grave. On va attendre parce qu'on est patient. Et puis moi je vais reprendre un coup d'eau comme ça. Ok. Donc là, vous voyez qu'on a pas mal de fichiers. Alors il faut que je fasse gaffe parce que vous voyez, là j'avais encodé mon truc sur 5 caractères. C'est juste, mais ça passe. Et on va voir ce que ça donne si ça dure un petit peu plus longtemps.
qu'est-ce que ça donne si ça dure un petit peu plus longtemps? Eh ben, notre système, vous voyez, il est beau, il est joli, il tourne, on est content. On en profite pour noter la belle rotation différentielle. Donc vous voyez qu'en fait les étoiles qui sont plus proches du centre tournent plus vite que celles à l'extérieur. Hein. C'est un phénomène assez classique en physique. Et voilà. Donc là on est content. On a une jolie galaxie. Vous voyez qu'elle est à peu près stable. Hein, ça fait pas n'importe quoi. Alors si vous faites attention, vous verrez qu'au centre effectivement il y a peut-être un petit peu vite fait une forme d'aplatissement ou pas, je sais pas trop, mais c'est joli, ça marche plutôt pas trop mal, donc on est content. On est content. Ok, donc on va passer à la suite, et maintenant la suite c'est quoi? Eh ben c'est de mettre deux galaxies ensemble. Alors, pour faire ce que j'avais dit sur les antennes, et on est à 1h30 de stream, donc c'est pas mal, on avance. Donc je vous rappelle que l'objectif de départ c'était de faire un peu un truc comme ça, alors en très simplifié encore une fois, parce que je vous rappelle les enjeux du truc. Les enjeux du truc, c'est que faire un algorithme de sommation directe, donc on calcule toutes les forces qui s'appliquent sur toutes les particules du système, c'est un algorithme qu'on appelle quadratique, donc où on doit faire, si on a n étoiles, on doit faire n fois n-1 calculs. Et donc ça, si on a 1 million d'étoiles, ou même si on a 1000 étoiles, c'est-à-dire que pour 1000 étoiles, une mise à jour nous coûte 1 million de calculs. Pour 1 million d'étoiles, une mise à jour nous coûte 10 exposant 12 calculs, ce qui est beaucoup trop. Et on verra peut-être dans un prochain stream qu'en fait c'est quelque chose qu'il faut faire dans certains cas, pour simuler certains objets, notamment les amas globulaires. Mais pour les galaxies, on est dans un régime qui s'appelle collisionless, et c'est-à-dire qu'en fait, on peut utiliser des approximations qui vont nous donner des résultats qui sont tout à fait corrects, sans avoir à faire cet algorithme quadratique. Donc là, l'astuce qu'on utilise, c'est qu'on va modéliser chaque galaxie par une seule particule massive, et puis qu'on va leur mettre plein de particules traceuses. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre exactement le modèle que je viens de vous montrer, la galaxie avec une particule massive et puis 1000 traceurs en orbite. Et puis on va en mettre juste deux dans le même système, et vous allez voir qu'elles vont s'attirer. Alors, il se trouve que pour que ça fasse des trucs un peu jolis, j'ai dû quand même un peu tweaker, donc c'est pour ça que j'ai préparé un fichier qui s'appelle 2gals. Voilà. Et donc c'est toujours les mêmes unités, donc on est en 10 exposant 10 masse solaire, donc 10 milliards de masse solaire comme unité de base. Le temps c'est 1 million d'années, et la distance c'est 1 kg par sec. L'unité de distance c'est 1 kg par sec. Et donc cette fois-ci on a deux particules massives, voilà, qui sont là. Donc ça c'est les centres des deux galaxies, et puis chacune je leur ai mis 1000 particules en orbite. Donc voilà. Alors là vous voyez que on a en fait doublé le nombre de calculs, donc c'est pour ça que j'ai divisé par 2 le nombre de pas de temps. Je vais suivre un peu de trucs. Donc j'ai divisé par 2 le nombre de pas de temps. Ici, voilà, j'ai mis que 50 millions d'années, et puis on va voir ce que ça donne. Et puis s'il y a besoin, il nous reste un petit quart d'heure, 20 minutes pour paralléliser si c'est trop lent. Donc on va tester ça. Alors, je vais dégager Galaxy. J'ai déjà Gravity. Voilà. Donc je vire mes fichiers, et puis on va faire tourner ça. Donc ça s'appelle togal.dat. Alors qu'est-ce que ça me dit? Ouh, ça prend du temps. Alors comme vous voyez, là ça prend beaucoup plus de temps, à tel point que je suis même pas sûr qu'il fasse quoi que ce soit. Alors je vais regarder, c'est frais que je vais mettre à tous les 10 pas de temps, puis on va voir ce qui se passe. Est-ce que je vais rajouter peut-être un petit peu de... Là il n'a pas l'air de faire grand chose. Alors on va voir, est-ce que c'est juste qu'il y a un problème? Non. Saving initial condition. Ah, alors pourquoi? Ok. Alors on va rajouter des petits prints pour nous donner des infos en plus, comme ça c'est bien. C'est toujours important d'avoir... c'est toujours important d'avoir un petit peu plus d'informations qui est affichée dans votre simu pour savoir un petit peu ce qui se passe, justement, pour pas être
pas être un peu dans le noir comme je le suis là tout de suite en fait. Voilà. Alors, j'ai rajouté le nombre de particules, le nombre de traceurs. Donc là, il y a bien 2 particules, 2000 traceurs. Je suis surpris qu'ils mettent autant de temps que ça à... ouais, mon gravity 0,0, il est plein. Pardon. Je vais compter le nombre de lignes dedans. Donc normalement, il y a 2002 lignes, 2003 lignes, pardon, avec le header. Donc ça, c'est bon. Donc là, il est là, ok. Donc il y a un problème dans le calcul. Alors il y a un problème dans le calcul. Qu'est-ce que ça peut bien être mon problème? On va juste vérifier un truc aussi, c'est que la taille correspond bien, la taille des vecteurs correspond bien à la taille de tout ça. Donc voilà, hein, en live, une galère un peu incompréhensible. Traceur 2, 2000, ouais, donc ça c'est bon. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, je vais faire encore des prints, et puis on va voir. Hein. Donc ça, c'est des prints qu'on va pas garder, hein, parce qu'il va nous en afficher beaucoup trop. Ici, updating. Et puis voilà. Donc ça, en général, on évite de le faire parce que... Ouais, voilà. Donc, calculer l'accélération pour les particules. Qu'est-ce qui... Oh là là, quelle horreur! Et oui, on n'avait jamais testé avec plusieurs particules. Donc là, j'avais un plus i et qui foutait le bordel dans ma boucle. Donc c'est pour ça que ça ne marchait pas. Est-ce que c'est mieux? Ah, c'est beaucoup mieux. Ok. Voilà, je me disais, c'est lent, mais ça devrait pas être aussi lent. Donc voilà, une grosse erreur de tacler. Ça, c'est bien. Ah, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors vous voyez que c'est quand même assez lent. Donc une fois qu'on a fini, je vais peut-être faire un tout petit coup de parallélisme très très rapide pour vous montrer comment on peut booster de manière très très naïve. Et tous mes collègues qui font du calcul de performance vont me détester pour ça parce que je vais faire le truc vraiment très très bas niveau, mais qu'en général ne résout pas vraiment des vrais problèmes, mais qu'on utilise comme exemple. Qui est d'utiliser OpenMP de manière très très basique. Mais dans notre cas, ça peut nous aider. Donc on va pas s'en priver. On va pas du tout s'en priver. Et puis une prochaine fois, je vous parlerai un peu de Cocos, qui est la librairie, enfin la bibliothèque qu'on utilise pour faire du calcul haute performance. Voilà, Maxime dit, on va dire que c'est une approche très pragmatique. Oui, parce que OpenMP utilise ce qu'on appelle des pragmas pour paralléliser. Et voilà. Et en fait, bon, pour expliquer un petit peu pourquoi les gens détestent ça, enfin pourquoi les gens dans le calcul haute performance détestent qu'on dise que OpenMP c'est facile, parce que généralement la première chose que les gens vont vous dire, c'est pour rendre ton calcul parallèle, il suffit juste de taper pragma OMP fort et puis c'est bon. Et en fait, parallèle fort. Et en fait, très très souvent, pour arriver à bien paralléliser quelque chose avec OpenMP, c'est beaucoup plus complexe que juste cette approche-là. Mais dans notre cas, en fait, ça va marcher, donc on est très content. Alors, on a deux galaxies, vous les voyez, il y en a une grosse et une petite. Et donc elles sont lancées sur une certaine trajectoire. Alors on va voir si ça évolue beaucoup trop lentement pour ce qu'on veut faire. Alors, ouais, ok. Donc en fait notre T, ok. Donc notre T, il va falloir qu'il soit beaucoup plus long. Donc on va dire notre T max, il va aller jusqu'à 250, et notre DT, on va le booster un peu pour faire moins d'étapes. Voilà. Et puis notre CFREC, ça va être une fois toutes les 100 itérations, ça fait tous les millions d'années. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors on va voir ce que ça donne si on fait ça comme ça déjà. J'en ai plus besoin. Ouais, ça va assez vite avec le DT à 10-2. Alors on va voir. Donc en fait là, vous voyez qu'on joue avec le pas de temps, et c'est pas du tout impossible qu'on fasse exploser la simu avec ça, mais on va voir ce que ça donne. Alors, oula, ah oui, j'ai pas supprimé les anciens fichiers, donc ça fait quelque chose de très très moche.
Parce qu'en fait, du coup, Paraview, il voit plein de fichiers, il ne sait pas lesquels appartiennent au premier run et lesquels appartiennent au deuxième run. Et vu qu'on a changé le nombre de pas de temps qu'on sauvait à chaque fois, et ben ça se marche sur les pieds, ça mélange les deux simulations. Donc là, normalement, ça devrait être mieux. Alors, c'est mieux, c'est quand même encore un petit peu lent. Vous voyez qu'elle commence à bouger, mais qu'on n'y est pas encore. Donc on va rajouter 10 fois plus de pas de temps. On va aller jusqu'à 2500 et puis on va laisser à 10-2. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est que on va... ah ouais, mais j'ai pas configuré ces mecs pour ça. Bon, c'est pas grave. On va passer à 10-1 en DT. On va voir si ça passe. Ça passe ou ça passe pas, mais je vais faire mon Gravity. Alors. Donc là, on a pris un pas de temps qui est assez large. Donc c'est pas impossible que les galaxies elles soient complètement défoncées par notre pas de temps. Donc on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit... bon, ça va, ça tient, hein, ça survit. Et donc là, elle s'approche, elle s'approche, elle s'approche. Et je pense que ça va s'arrêter juste avant. Ouais, voilà. Ok, donc, mais vu que ça a été suffisamment vite, eh ben, on va dire qu'on va aller... Tmax, ça va être 5, 10 exposant 3. Voilà. Donc 5000. 5000 par pas de temps de... Ouais, c'est bon. 10 moins 1, ça fait 50 000. C'est bon, on est toujours dans le... Voilà. Vous voyez que ça va relativement vite. Donc on peut booster ça parce que là, si vous regardez en haut, vous voyez l'occupation de mon CPU et vous voyez que mes CPU ne sont pas très occupés. Ils pourraient être bien plus occupés, notamment si on distribuait tous les calculs sur d'autres CPU. Alors le problème, c'est qu'on va avoir des problèmes de concurrence parce que notre algorithme il n'est pas écrit de manière à être très facilement parallélisable. Donc on va voir. Alors qu'est-ce que ça me dit là? Ça refait la même chose. J'ai pas recompilé. Ah, j'avais pas recompilé, évidemment. Évidemment, sinon c'était trop facile. Et j'ai oublié de faire mon RM. On va y arriver, on va y arriver. Ben, en fait, ça va tenir tout pile dans le temps, mais c'est bien. Voilà. Et c'est bon. Mon baby, il est là. Alors, il n'était pas là, il était là. Alors, on va reprendre à 250. Voilà, là on en était. Et donc là, vous voyez que, paf, les deux galaxies s'attirent et, oups, on met la pause. Alors, on va revenir sur le premier passage. 300. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a donc deux galaxies qui commencent à se disloquer du fait de l'attraction gravitationnelle. Alors, je pourrais le faire tourner un petit peu plus longtemps pour qu'il y ait un deuxième passage. Mais là, déjà, vous voyez qu'on a bien les traînées d'étoiles qui se barrent du fait de l'interaction entre les deux. Hein. Je vais revenir sur le 350. Parce que le problème, c'est que là, je ne sais pas si je refais un deuxième passage, combien de temps il va falloir laisser tourner. Malheureusement, mais voilà, on est pas mal quand même. Donc vous voyez, une jolie interaction. Une jolie interaction entre les deux et ça fait voilà, ces jolies petites traînées. Alors on n'est pas encore exactement sur ça, hein, mais voilà. Mais c'est déjà une bonne première approximation. Alors peut-être que si je laisse tourner un peu, je vais le laisser tourner un petit peu plus longtemps juste pour dire. Je vais passer le pas de temps 0,5 et puis je vais faire le double comme ça ce sera pas mal. On va voir ce que ça donne. J'ai oublié de... Voilà. Le son qu'on entend, c'est ton ventilo. Ouais, c'est mon ventilo qui brasse un peu parce que je vais faire des calculs. Et voilà. Et du coup, il refroidit ma machine. Captain Jim dit, si elles s'attirent, est-ce qu'on peut dire que they are falling for each other? Oui, tout à fait.
Bonsoir d'ailleurs, qui vote pour que Maxime achète un micro? Oui, j'ai un très bon micro à côté, mais il n'est pas branché à mon PC parce que ça c'est mon portable et voilà, j'ai la flemme. Mais si vous voulez m'offrir un micro pour que je fasse des meilleurs streams, c'est avec grand plaisir. Pas de souci, pas de souci. Alors on va regarder ce que ça donne. J'ai pas ouvert dans le bon fichier, mais c'est dans le bon dossier, mais c'est pas grave. Gravity 3, voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc là, j'ai doublé, enfin j'ai multiplié par 5 le pas de temps. Donc peut-être que... Ah, ça tient encore. Hein. Ça tient encore. Et, ah oui, alors là, vous voyez que ça fait quand même des trucs un peu bizarres. Mais ça tient encore pas trop mal. Ça tient mieux que ce que je pensais. Non, alors ce qu'on va faire, on va garder le... Parce qu'en fait, un second passage, donc là, elles sont rentrées en collision, elles s'écartent, et puis normalement, elles devraient retomber l'une sur l'autre, mais ça va peut-être prendre un peu trop de temps dans la simu. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à la place, je vais rester sur 5000, et puis je vais diminuer le pas de temps à 10 moins... donc j'avais fait un 10 moins 1, donc on va dire, on va faire 5, 10 moins 2. 5, 10, moins 2, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais... alors, je vais rajouter un truc ici, qui est... je vais l'appeler n-zeros, et puis là, c'est le nombre de zéros que je vais mettre dans mon fichier d'output, de manière à ce que... voilà, ici. De manière à ce que ça déborde pas quand on atteint, voilà, ici, quand on passera les 100 000. Donc avec ça, normalement, je rajoute un 0 sur mes noms de simulation. Et j'ai pris un pas de temps un petit peu plus petit, donc peut-être que l'interaction sera un petit peu plus correcte. Alors on me dit, il faut faire valider la chaîne pour qu'on puisse sub et donner des défis stupides avec des points de chaîne, genre pas de variable, pas plus de 3 lettres. Ouais, oui, alors on peut faire ça, mais là, comme vous voyez, il y a 11 personnes connectées sur le stream, dont moi, parce que j'ai lu le chat, donc du coup, c'est 10 personnes. Je pense que c'est un petit peu optimiste pour l'instant d'essayer de faire valider ma chaîne avec un stream de 11 personnes. Mais si vous faites de la pub à vos amis pour mes prochains streams, ce sera avec grand plaisir. Il faut combien pour valider? J'en ai aucune idée en fait, j'utilise jamais Twitch, enfin j'utilise très peu Twitch. JBM dit ouais, mais c'est les 11 qui comptent, ça me fait très plaisir, merci. Ah, il faut 1000 personnes sur un stream pour valider? Ouais, bah c'est mort. Hein. Trouver 1000 personnes qui sont intéressées par des streams de développement sur l'astrophysique, sachant que c'est en français et que là, parmi les 11, il y en a 9, ça doit être des amis. Je pense que c'est un peu optimiste. Très bien, alors voyons ce que ça donne cette nouvelle version. Et puis on va s'arrêter là après parce que ça fait 2 heures que je parle. Donc on a doublé le nombre de... Enfin on a augmenté le nombre de sorties. Vous voyez qu'on a 1000 snapshots. Et puis on a un peu diminué le pas de temps, donc c'est un petit peu potentiellement un petit peu mieux. On va avancer à 500, on va avancer à 600, ouais 600, ça commence à s'approcher, ok 550. Et puis on va regarder ce qui se passe là. Voilà, on a notre belle interaction. C'est quand même pas si mal. Hein. Donc voilà, on voit bien les jolies traînées ici qui sont en fait liées à l'interaction entre les deux galaxies. Ok, donc on va faire un petit récap et puis je vais m'arrêter là moi. Donc, et puis ce que je vais faire, parce que on va en profiter, je vais prendre tout ça, tac, et en live, je commit sur le Git, histoire que vous ayez le code si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de faire des news avec ça. Hop, et voilà. Oui, je ne suis pas en SSH sur GitHub pour ce projet, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc voilà, tout est poussé sur le GitHub. Donc vous pourrez retrouver le code sur la page. Voilà. Donc on résume. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une structure qui s'appelle particule et qui gère un petit peu
les accélérations le calcul des accélérations et la mise à jour des particules. On a découpé le code de manière à ce qu'il soit plus modulaire, donc surtout qu'on puisse charger des fichiers et sauver des fichiers qu'on peut ouvrir dans qui sont ouverts enfin des fichiers qu'on ouvre par ailleurs. Et puis on sauve les fichiers. On peut aussi sauver des fichiers qu'on peut ouvrir. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pardon. Des fichiers qu'on peut ouvrir dans Paraview. Donc un logiciel de visualisation. On s'arrange pour que notre système, en fait, les unités soient un peu abstraites. On s'arrange pour avoir des particules qui sont des particules massives et puis des particules qui sont des traceurs, ce qu'on appelle des traceurs, donc des particules sans masse. Et ce découplage-là, en fait, il nous permet d'éviter l'algorithme quadratique qui prend trop de temps. Et voilà. Donc, c'est pas quelque chose d'optimal, et notamment, c'est pas une manière de coder les choses que j'aurais tendance à recommander. Là, je le fais pour l'exemple. Une des choses importantes qu'on va voir par la suite, si je continue à faire des streams, c'est que, en fait, donc cette approche-là, où on a en fait une structure de particules, donc là, et qu'on a un vecteur, donc ce qu'on appelle, en fait, c'est un array, c'est un tableau de particules. Ça, c'est ce qu'on appelle une méthode, c'est une approche qu'on appelle array of struct. Et je trouve que ça, c'est pas forcément génialissime pour l'optimisation du code. En fait, la façon la plus rapide de faire ça sur un CPU, c'est ce qu'on va appeler struct of arrays. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on fera la prochaine fois pour booster un petit peu le code, ça va être à la place de ça, en fait, d'avoir un std-vector x, yz, vx, vy, vz. Et vous voyez qu'en fait, on stocke plus un tableau de particules, mais bien des tableaux pour chaque donnée, pour chaque valeur enfin pour chaque variable des particules. Alors ça rend le code un petit peu plus compliqué parce que du coup on perd le côté sémantique, et c'est pour ça que j'ai pas voulu le faire cette fois-ci. On perd le côté sémantique on a un objet particule et puis ces particules les interagissent ensemble, etc. Mais vous allez voir qu'en fait, quand on fait de l'optimisation, des fois l'orienté objet il peut un peu être en travers du chemin de la vitesse d'exécution. Donc ça, c'est un premier truc auquel on peut parler, dont on peut parler. Deuxième truc, c'est que ce statique double G, là, il est vraiment, point de vue conception, c'est immonde. C'est-à-dire que là, je l'ai mis dans la particule parce que c'est la particule qui l'utilise, et c'est plus pratique. Mais en fait, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est d'avoir un système d'unités qui est abstrait, donc avec une structure séparée dans laquelle on va mettre tout notre set d'unités, et puis on peut piocher dedans quand on veut. C'est-à-dire que si on veut avoir l'unité de longueur ou l'unité de machin, etc., qu'on puisse s'en servir. Et puis voilà. Donc ça, c'est un autre truc. Potentiellement, on pourrait différencier deux classes, une pour les particules massives, une pour les traceurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement faire. C'est pas forcément nécessaire, ou du moins, c'est pas obligatoire. Et puis après, il y a les questions d'optimisation. Donc les questions d'optimisation, ça va être en fait que cette boucle-là, ces deux boucles-là et ces deux boucles-là, on peut en fait les paralléliser. Parce que en fait, en théorie, si on redécoupe bien les choses, on peut faire en sorte que chaque mise à jour soit indépendante les unes des autres. C'est-à-dire que moi, je suis la particule i, pour mettre à jour mon accélération, j'ai besoin que des valeurs des autres particules, mais j'ai pas besoin de modifier les valeurs des autres particules. Donc, potentiellement, je peux faire plein de mises à jour comme ça, plein de calculs d'accélération comme ça en même temps, sans que ça empiète sur les autres. Et donc, en fait, vu que j'ai 16 cœurs sur ma machine, je pourrais en faire 16 en même temps. Donc, vous voyez qu'on peut multiplier la vitesse d'exécution du code, là, sur cette tranche-là, par 16, potentiellement. Même chose pour ça. Et donc, c'est des choses qu'on peut faire. Le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, comme c'est écrit, si je vais dans particule.cpp, vous voyez qu'un calcul d'accélération ici, je vais mettre à jour à la fois mon accélération et l'accélération de O. Et ça, c'est pas bon, parce que si j'ai deux process en même temps qui veulent modifier le même O, eh ben ça va se marcher sur les pieds et ça va faire un peu n'importe quoi.
Donc l'idée, ce serait de virer ça, et du coup de refaire bien I et J qui partent de 0, et on vérifie juste que I et J sont différents ici. Et par contre, on le fait en parallèle. Et ça ira beaucoup plus vite. Ça ira beaucoup plus vite. Et enfin, la chose dont on pourra parler la prochaine fois, c'est de faire un algorithme de Barnes-and-Hut. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu d'avoir 2 particules massives et plein de particules traceuses, eh ben on va avoir plein de particules massives et on va s'arranger pour éviter d'avoir à calculer les n carrés force. Voilà. Et ça, c'est un algo donc, qui date de 1984 et qui a pavé le chemin à la simulation en astrophysique, la simulation galactique, etc. Et c'est quelque chose qui effectivement a été très utilisé et qui a en fait pavé le chemin vers les simules qu'on fait maintenant. Alors plus personne n'utilise directement l'algo de Barnes-and-Hut, ils utilisent des dérivés ou des raffinements, mais voilà. C'est quelque chose qui a été assez crucial dans la simulation numérique en astrophysique. Voilà, et moi je vais m'arrêter là. Et du coup, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Alors, je vais juste couper l'enregistrement.